Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Hélène. Bonjour Bedros Terzian. Merci de participer à cette table ronde consacrée donc au Phonéton 2024. Et cette table ronde, elle s'intitule « Face aux urgences de l'Arménie ». Mais avant, Franz-Olivier Gisbert, vous revenez là à l'instant de la plateforme téléphonique où vous vous êtes mis dans la peau d'un bénévole. Je crois que vous avez appelé un donateur. Comment ça s'est passé ? Très bien. Je sentais qu'il avait quelques réserves, mais je lui ai dit, c'est un peu ma formule ou mon slogan, mais bon, l'Arménie a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin de l'Arménie. Et puis il y a cette phrase qui tue, et je pense qu'elle est très juste, si vous ne faites pas un don, vous le regretterez toute votre vie. Et il y a souvent ce sentiment, vous voyez, que ce que je comprends très bien d'ailleurs, un certain fatalisme qu'on peut retrouver chez les Arméniens d'Europe et qu'on ne retrouve pas du tout chez les Arméniens d'Arménie, qui ont, comment dire, une sorte de confiance, d'optimisme, de foi, etc. Je dis pas qu'il y a un manque de courage ici, c'est pas vrai. Mais c'est simplement qu'il y a une autre vision, et je pense que c'est pour ça qu'on a tous besoin de l'Arménie. Et moi, c'est pour ça que j'étais heureux et fier d'être le parrain de ce Phonéton 2024, parce que je pense qu'il faut expliquer aussi aux Français, c'est pas seulement donner de l'argent à un peuple qui a besoin, c'est sûr, il a besoin, mais en même temps, nous aussi, on a besoin de l'Arménie. Vous faites la transition parfaite. Si vous étiez dans la peau du bénévole, c'est parce que vous avez accepté d'être le parrain de ce Phonéton 2024. On ne vous présente plus, mais je vais vous présenter quand même. Vous êtes aussi journaliste et éditorialiste dans l'hebdomadaire du Point. À côté de vous, donc Bedros Terzian, vous êtes le président du Fonds arménien de France. L'Arménie a plus que jamais besoin de notre générosité cette année comme les années précédentes. On ne le dira jamais assez. On va parler des actions du Fonds. On va parler de votre engagement, Franz-Olivier Gisbert. Vous avez commencé à le faire. D'abord, j'aimerais commencer avec le slogan de cette année. Le slogan, c'est « Agir au quotidien pour ceux qui en ont besoin ». Ça peut paraître simple, c'est l'évidence. On est un peu loin des grandes déclarations d'intention qu'on a pu entendre aussi les années précédentes. Pourquoi c'est si simple ? Pourquoi il faut agir dans le quotidien ? C'est ça le plus important, c'est le concret maintenant, le long terme ? Parce que beaucoup ne se rendent pas compte que c'est en temps de paix qu'il faut se préparer. Et en temps de paix, il y a des actions différentes qui sont menées. Nous, notre action, c'est une action de proximité. Nous sommes proches des gens. Tout à l'heure, quand on a fait la tournée du plateau, on a vu les cartes des implantations, là où nous travaillons. Nous avons choisi de travailler dans les villages frontaliers, parce que c'est là que les besoins sont énormes. C'est des villages exposés, déjà, mais les gens veulent rester sur place. Et pour rester sur place, ils ont besoin de conditions de vie décentes, c'est-à-dire une maison. 220 villages. C'est énorme. Oui, on a travaillé. Syunik, partout. Essentiellement 3 provinces, mais surtout le Syunik. 117 villages sur les 130 que compte le Syunik. C'est pas rien. Le Syunik est une région menacée aujourd'hui. C'est la région la plus exposée actuellement à cause des rêves azéris de percer un corridor pour relier le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Et là, vraiment, on sent que la province de Syunik est là-dessus l'exposé. C'est là-dessus que nous avons mis le paquet. C'est magnifique, il faut toujours le dire. Il y a Goris, qui est une ville... Tu as visité, là. Évidemment, et puis Tatef, évidemment. Oui. Comment ne pas aller à Tatef ? Le monastère. On a envie d'y rester, le monastère, effectivement. Alors, Syunik, c'est vraiment des montagnes, et c'est une région où il est difficile de travailler la terre. C'est pas comme la plaine d'Ararat. Et c'est pour cela que notre action consiste à aider les villageois en leur donnant des maisons, surtout les réfugiés du Larsar, et des moyens de travailler la terre avec des outillages adaptés. Parfois, il faut de gros tracteurs, mais parfois aussi, il faut des motobineuses, des motoculteurs, des semences, des ruches. L'idée, c'est qu'ils soient autonomes. C'est pas seulement de les installer avec un toit, c'est de les aider pour la reprise d'une activité agricole qui puisse subvenir à leurs besoins. Un chiffre, pour ne pas être très long. En 2021, quand on a commencé à travailler sur les champs de blé, on a distribué des semences de blé, donc ils ont planté. Ils ont couvert, grâce à ça, 37% des besoins du Syunik, rien qu'avec cette opération. Et ça continue puisqu'une partie du blé est utilisée comme semence sur les années précédentes. Voilà pourquoi ce slogan, agir au quotidien, là, pendant que je vous parle, il y a nos équipes qui travaillent sur le terrain pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les villageois des frontières.
Alors c'est ça qui est formidable avec le Front arménien de France, et il ne peut pas le dire parce qu'il est président, mais c'est que c'est très concret. Très souvent, ces grandes opérations d'entraide, ça consiste à prendre de l'argent, puis après on va voir comment on va faire. Mais là, on sait d'avance, c'est-à-dire que, ben oui, ce sont des plans fruitiers, c'est plus de 200 000 plans fruitiers qui sont envoyés, c'est 14 millions, oui, c'est complètement dingue, de semences maraîchères, enfin ce sont des chiffres absolument énormes, et puis sans parler des choses très importantes pour tous ces gens. Par exemple, par le maraîcher, évidemment, il y a forcément des serres. Et puis les ruches, parce que ça, ce sont les réfugiés de l'Artsakh qui faisaient beaucoup de miel et qui n'ont plus rien, et il faut que ça reparte. Donc, il y a quelque chose de très concret quand on regarde toute la documentation sur ce qui est fait avec cet argent. C'est déjà fait, c'est lancé et ça continue. Plus les animaux qui sont envoyés, des vaches, des veaux, des moutons, enfin toutes sortes d'animaux qui sont envoyés, et souvent d'ailleurs pour montrer que, voilà, parce qu'il y a une expérience aussi au Fonds arménien de France, il faut qu'ils payent un peu, pas beaucoup, c'est vendu à prix cassé, mais c'est quand même un peu vendu, vous voyez, pour qu'il y ait un lien peut-être un peu différent entre la personne qui reçoit l'animal et puis l'animal lui-même. C'est pas un don dont on peut faire après ce qu'on veut. C'est pas une vision court-termiste, c'est une vision à long terme. Quand on entend ça, on entend une projection, Franz-Olivier Gisbert, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que le message, c'est aussi un message aux yeux du monde, c'est de dire on est là, on y reste et on compte bien rester là. C'est ça, on aide les populations arméniennes à rester sur place, on n'a pas peur. Faut dire les choses franchement, c'est-à-dire que c'est un programme qui intéresse surtout les régions frontalières avec l'Azerbaïdjan, on va parler vrai. Et vous savez bien que quand ces régions, si elles ne sont pas occupées, c'est très facile de rentrer, de repartir, etc. Donc il faut qu'elles soient habitées. Il faut que les terres soient entretenues, cultivées. Il faut donc c'est ça aussi l'objectif de cette grande opération du Fonds arménien de France, c'est de sécuriser toutes ces frontières en faisant en sorte justement qu'il y ait des villages, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de l'entretien, qu'il y ait des cultures. Enfin, il faut les faire vivre parce que c'est vrai que quand il y a eu ces dernières années, par exemple, des incursions, pour parler gentiment, azéris, enfin de militaires azéris sur le territoire, c'est aussi parce que voilà, ils rentraient là-dedans c'était très facile. Bon, à partir du moment où il y a des habitations, les choses sont forcément différentes. Donc, c'est une idée, ce n'est pas la seule. La seule, c'est quoi? C'est pas de redonner espoir aux Arméniens, parce que, je répète, il suffit d'aller là-bas, ils y croient. D'ailleurs, sinon, ils seraient partis. Il y en a quand même beaucoup qui sont restés, qui y croient et qui sont là. Mais c'est surtout de leur donner les moyens. Vous voyez, parce que c'est vrai que ils sont durs à la tâche. Les Arméniens, souvent d'ailleurs ceux de l'Artsakh en plus, ils sont très durs à la tâche. Mais en même temps, si on peut les aider, faut mieux les aider. C'est plus facile. Et je répète, ça, c'est que quand on les aide, on s'aide aussi nous-mêmes. Parce que je le répète, moi je suis pas arménien, j'ai rien à faire là-dedans. Mais je sais que moi j'étais en Arménie et j'ai tellement aimé ce peuple, pas seulement le monastère de Tatef ou celui de Noravang qui est peut-être le plus beau d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça évidemment magnifique, les paysages, les montagnes, les rivières, tout ça est très beau, les forêts. Mais au fond, ce qui retient surtout l'attention, c'est le peuple, l'espèce de force qui dégage, de bienveillance, de douceur, et en même temps de courage, de force intérieure. Et moi, c'est ça qui me fascine. Et je répète, c'est pour ça qu'on a besoin, nous, de l'Arménie, vous voyez, dans cette vieille Europe qui doute sans arrêt, qui est pessimiste, râleuse, je parle notamment de la France, qui a toujours l'impression que tout se casse la gueule, vous avez des gens qui sont dans une situation très difficile, parce qu'ils ne sont pas entourés que d'amis, vous avez remarqué autour d'eux, et ils y croient, ils sont là, ils travaillent, ils aiment leur terre, ils aiment leur pays, ils aiment leur histoire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Arménie, parce que l'Arménie, ça peut être aussi un modèle pour nous. L'Arménie, vous savez pourquoi ça peut être un modèle? On a le sentiment d'ingringoler en France, et c'est assez vrai, à bien des points de vue, mais en même temps, rien ne dit qu'on ne va pas un jour ressusciter. Et quand vous regardez l'histoire récente de l'Arménie, récente, enfin, c'est une histoire évidemment très ancienne, mais si on regarde même l'histoire assez récente, c'est une succession, c'est presque une histoire en montagne russe,
mais de descente et de rebondissement, et avec des résurrections régulières. Et là, aujourd'hui, moi, je suis personnellement convaincu qu'on peut assister, et qu'on va sans doute assister, à une nouvelle résurrection de l'Arménie après l'épisode effrayant de l'Artsakh. Vous dites qu'on a besoin de l'Arménie a aussi besoin de personnalités comme vous. C'est pas une posture que vous avez, vous êtes profondément attaché à l'Arménie. Je crois même que vous êtes donateur. Oui, mais je vais surtout je vais prendre la nationalité aussi, parce que oui, j'ai commencé les démarches. D'accord. Oui, c'est un engagement personnel. J'ai pas de sang arménien. J'ai une épouse arménienne, mais je n'ai pas de sang arménien. Et je me sens arménien et j'aime beaucoup l'Arménie. Et vous disiez, vous en parliez dès le début, il faut aider l'Arménie, sinon on le regrettera toute notre vie. Il y a presque une part de culpabilité que vous voulez donner, mais c'est volontaire, j'imagine. Vous voulez provoquer. Je vais vous dire, c'est pas pour provoquer, c'est que je vis forcément avec des Arméniens et j'entends souvent des discours extrêmement pessimistes, comme quoi ce serait foutu, etc. Parce qu'effectivement, les temps sont extrêmement durs, il faut le reconnaître. Mais moi, je ne crois pas du tout. Et je dis d'ailleurs à ces personnes, de temps en temps, quand j'entends ces propos, allez là-bas, vous verrez, allez à Erevan, vous verrez, allez à Goris, pourtant ils sont tout près, ils entendent les bruits, ils entendent les tirs des Azéris, allez à Noravank, allez parler avec le moine, par exemple, qui tient le monastère. Enfin, ces gens, ils sont là, ils ont du courage, ils tiennent, et ils n'en ont rien à foutre des bruits de guerre, des bruits de bottes, etc. Ils font leur travail et ils n'ont pas peur. Et c'est ça. Et je veux dire, l'Arménie, c'est quelque chose, c'est un pays qui donne du courage, vous voyez. Et c'est pour ça que, je le répète, on le regrettera toute sa vie. De toute façon, c'est sûr que si on ne donne pas, mais qu'en plus, quand on le fait pour les Arméniens, mais je pense qu'on le fait aussi pour nous. Vous dites que vous êtes un forcené de la cause arménienne. Il faut être un forcené aujourd'hui pour se faire entendre. Mais ça, c'est toutes les causes. Il y a beaucoup de causes comme ça qui sont toujours un peu perdues. Vous savez, il y a des peuples comme ça qui sont abandonnés. Il faut bien dire les choses. Les Arméniens sont abandonnés par la plupart des gouvernements parce qu'il n'y a pas de pétrole, parce qu'il n'y a pas de gaz. Enfin, on sait très bien l'histoire. Et puis, vous savez, il n'y a pas que les Arméniens dans ces difficultés. Ce sont leurs anciens ennemis qui sont devenus leurs amis aujourd'hui et leurs alliés, les Kurdes. Les Kurdes, c'est quand même largement pire en plus. Ils n'ont même pas d'État, tout le monde leur tape dessus. Il y a des attaques turques régulières sur leur petit territoire et personne ne dit rien et tout le monde s'en fout. Donc quand on veut aider une cause, il faut forcément être forcené parce qu'au fond, pourquoi s'intéresser à l'Arménie, surtout quand on n'est pas arménien, si on n'a pas de sang arménien, justement, c'est pour ça. Et vous qui êtes un homme de médias, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a eu un petit changement dans le traitement médiatique du conflit depuis 2020, depuis la guerre? Un peu. Mais je dirais par exemple le côté effrayant de l'Artsakh, qui est une opération ethnique cynique. Je crois le mot, moi j'emploie ce mot, mais dégueulasse. Quand on voit la façon dont les Azéris traitent les prisonniers, ce qui est fait, etc. Enfin, tout ça est atroce. Quand on voit aussi l'agonie de l'Artsakh, c'est-à-dire qui est comme ça, cette espèce de blocus autour, où ils passent un hiver quand même dans le froid le plus absolu. Enfin, c'est le courage de ces personnes. Et c'est vrai que ça aurait dû créer plus d'émotions que ça en a créé. Ça a créé de l'émotion. Je ne dis pas que tout le monde s'en foutait, mais quand même. Et si vous voulez, il y a vraiment deux poids, deux mesures, quoi. Et je veux dire, c'est vraiment un peuple, si justement on ne hurle pas, on a le sentiment que oui, les gens diront oui, ça fait très longtemps que ça dure, et puis de toute façon, voilà, il y a une fin pour tout. Mais non, il n'y a pas de fin. Il n'y aura jamais de fin pour le peuple arménien. Il a failli mourir plusieurs fois déjà, mais vous avez vu, il est toujours revenu. Et là, aujourd'hui, il est dans une meilleure posture qu'il a pu l'être, par exemple, après 1915, quand même, franchement. Après le génocide. Exactement. La COP 29 s'achève. Ça s'est passé à Bakou. Est-ce que, finalement, on n'a pas raté le coche collectivement, en ne se faisant pas suffisamment entendre, encore une fois, les Arméniens? Là-dessus, non. Parce que de toute façon, il faut bien voir que je pense que cette COP, s'il y avait eu des États courageux, ça ne serait pas passé comme ça. Mais vous savez, il faut être conscient quand même qu'on a affaire avec l'Europe, l'Occident en général, parce que l'aide ne peut venir vraiment que de l'Occident. La France n'a pas envoyé ses ministres et Emmanuel Macron n'y est pas allé non plus. Mais ça, c'est bien ça. Mais voilà. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça. Et là, c'est un bon point pour la France. Il n'y a pas que des bons points pour la France. Mais là, je dirais que c'est vraiment un bon point pour la France.
Enfin bon, on aurait pu aller plus loin. Cette affaire était strictement honteuse, je dirais même abjecte, et tous les dirigeants occidentaux s'y sont prêtés. Donc, si vous voulez, vous dites, oui, on aurait pu hurler, mais tout le monde a hurlé, mais de toute façon, enfin, les gens normaux ont hurlé, mais de toute façon, ça s'est fait dans une sorte d'indifférence générale. Ce qui est vrai, je pense que là, c'est l'erreur sans doute d'Ilham Aliyev, c'est qu'il a pensé que ça passerait plus facilement. Et au fond, je pense qu'il sort un peu plus sali de la fin de la COP qu'au début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'Azerbaïdjan à travers cette affaire. Et je pense qu'au bout du compte, ça lui a fait plus de mal que de bien. Bedros Terzi, on revient rapidement sur les actions du fonds. Il y a l'aide aux réfugiés, c'est l'urgence qu'on a évoquée. Mais vous travaillez depuis 30 ans sur le terrain avec le fonds, dans le Tavouche, avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il y a cette ferme de Loussadzor, qui est une sorte de laboratoire parce qu'il y a l'élevage de bétail, il y a des cerfs, il y a des ruches qui sont ensuite redistribuées pour encore une fois créer une autonomie dans les villages. Dans le Syunik aussi, le travail est très important en coopération avec le Plan alimentaire mondial. Là, vous travaillez beaucoup au développement de la culture fruitière et maraîchère. Et puis, il y a une aide à la construction d'infrastructures avec tout simplement l'approvisionnement d'eau et aussi l'installation de panneaux thermiques. Comment se fait la coordination entre ici, ce que vous faites ici en France, et puis la coordination sur le terrain en Arménie? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, nous avons des équipes sur le terrain qui connaissent bien, donc c'est des locaux. C'est des Arméniens d'Arménie, ils connaissent parfaitement leur région. Nous avons aussi quelques personnes qui sont d'origine française, qui sont là-bas, sur place, et le travail se fait en coordination. Aujourd'hui, c'est très facile. Avec les moyens modernes de télécommunication, de communication, c'est très facile. Quand on a commencé, il y a 30 ans, c'était beaucoup plus difficile. Il y avait une liaison aérienne avec Paris de temps en temps, pour vous donner une idée. Je ne parle pas du téléphone qui marchait, qui ne marchait pas. Il n'y avait même pas de fax en Arménie à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. C'est des gens qui sont sur place, ils connaissent leur région, c'est des gens compétents, ingénieurs en agriculture, spécialistes de l'eau, du bétail, des vétérinaires. Donc c'est vraiment des équipes très formées. Nous avons des plans d'action bien établis. Là, nous savons parfaitement ce que nous allons faire dans le Syunik dans les mois à venir. Par exemple, tout à l'heure, on a vu une vue d'un canal en piteux état. Eh bien, si tout va bien, au printemps, nous allons remettre en état ce canal qui fait 18 km, la première partie. Et là, c'est des milliers d'hectares qui vont être irrigués avec les Nations Unies. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies probablement financera la moitié et nous, on financera l'autre moitié. Donc, nous avons un plan d'action au niveau des maisons pour fournir des maisons aux réfugiés de l'Artsakh dans les villages frontaliers parce que c'est des agriculteurs. Ils veulent avoir leur terre et lorsque nous retapons une maison pour qu'ils puissent habiter, en général c'est des familles nombreuses, nous leur donnons du matériel agricole pour travailler, motoculteurs, motobileuses, etc. Donc non seulement ils ont le logement, mais aussi le travail. C'est très important pour la dignité humaine. C'est très important. Voilà comment ça se passe. Donc il y a une coordination très étroite entre la France et l'Arménie, des équipes locaux qui connaissent bien le terrain. Et j'espère que nos donateurs, nos donatrices vont nous donner les moyens d'en faire encore plus l'année prochaine. Est-ce que la question se pose, est-ce que la coopération est facile avec les autorités arméniennes? Et on sait que le gouvernement arménien a une position qui peut parfois poser des questions en diaspora. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? On ne travaille pas beaucoup avec les autorités. Nous avons, sur le terrain, nous voyons les besoins, nous répondons à ces besoins. Il est très rare qu'on ait besoin de l'autorité. On en a besoin, par exemple, pour un grand projet comme le canal. On revient au canal, parce que là, il faut consulter, il ne faut pas avoir l'avis, notamment du comité de l'eau, ça s'appelle comme ça, sur la méthodologie. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'eau. Mais à part ces cas particuliers, il n'y a pas beaucoup de... On n'a pas besoin des autorités. Nous faisons notre travail de notre côté, et puis ça se passe très bien. Et vous arrivez, sur cette question-là aussi, à combiner l'aide aux Artsakiotes et la position du gouvernement? Oui, parfaitement, bien entendu. De quoi ont besoin les réfugiés d'Artsakh? Principalement de logement et d'emploi, de pouvoir travailler. Eh bien, c'est là que nous répondons
à ce besoin. Dans les villages, à cause de l'immigration qui a eu lieu pendant ces 30 dernières années, il y a des maisons qui ne sont inhabitées actuellement. Alors, il y en a qui sont en ruine. Ce n'est pas la peine de s'en approcher, mais les autres peuvent être retapés, rénovés pour, en moyenne, 10 000 euros pour une maison. C'est rien du tout comparé à nos critères ici en France. Pour 10 000 euros, une famille nombreuse, 4-5 enfants, a un logement. Alors, la plupart du temps, il y a un terrain à côté. Et nous leur donnons les moyens de travailler la terre. Et alors, non seulement c'est un projet intégré, habitation, emploi, mais en plus, le village reprend vie. Parce qu'il y a une nouvelle famille qui s'installe, 2 nouvelles familles qui s'installent. L'école qui devait fermer, risque de fermer à cause du manque d'élèves, tout à coup, il y a 5-10 élèves supplémentaires qui arrivent. Donc l'école reste ouverte. Les villageois sont contents. Vous voyez, c'est vraiment une approche très intégrée que nous avons. À côté de ça, il y a le Front arménien de Yerevan qui, lui, construit des habitations neuves. Donc il y a une répartition des tâches. Nous faisons de la réhabilitation. Eux, ils construisent des habitations neuves. Alors, quel est l'avantage? On en parlait tout à l'heure. Nous allons construire tout un quartier d'un village, des maisons adaptées aux handicapés de la guerre. Donc, il y a une répartition des tâches. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à travailler plus vite. On n'a pas assez d'argent. Nous avons besoin d'argent, il faut que les gens comprennent. Parce que nous avons des équipes, tout est en place, nous connaissons le terrain, nous savons quels sont les besoins. Nous avons besoin pour construire davantage. Il faut que les gens comprennent. Parfois, nous avons des gens qui donnent uniquement lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a une crise. Mais il faut comprendre que c'est en temps de paix qu'on travaille, qu'on se prépare. Et lorsque leur crise est là, c'est déjà trop tard. Donc, c'est là qu'il faut travailler. Ça, c'est vraiment très... Donnez, sinon vous le regrettez toute votre vie. Hein, il a raison. Il faut que les gens comprennent cela. Vous mettez un point d'honneur en fait à ce que le Front arménien soit politique. Vous voulez que ça soit transpartisan d'une certaine manière. Nous sommes complètement apolitiques. Nous en sommes au 4e gouvernement depuis l'indépendance. Et des gouvernements très différents les uns des autres. Pour nous, ça n'a jamais changé. Nous sommes au service de la population, du peuple, des villageois essentiellement. C'est ça notre objectif, quel que soit le gouvernement en place. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup besoin des autorités. Nous faisons notre travail de notre côté et ça se passera très bien. Le plus important, c'est d'être utile et d'être transparent. Le mot que vous avez utilisé. Il faut que les donateurs, donatrices voient le résultat de leurs dons. On le voit déjà, c'est ça qui est bien. Vous disiez, on ne vous entendait pas. Vous disiez... non, oh, pardon, oui, parce que j'ai pas pris. Oui, mais c'est qu'on le voit. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, je crois, on le dira jamais assez. C'est pas le Fonds arménien de France. C'est pas une organisation à qui vous donnez de l'argent, qui va aller voir l'État en question, discuter avec lui, comment répartir, qui on donne, et puis l'État qui en prend une petite partie en passant. C'est le Fonds arménien, il travaille directement en Arménie. Tout ça est très facile. Et il a déjà commencé. Et on voit déjà les choses, et on voit les photos, elles sont là. C'est du concret, quoi. Ce sont pas des plans sur la comète. Et en parlant de concret, est-ce que l'aide humanitaire suffit aujourd'hui? Le Fonds arménien de France a aussi lancé l'an dernier une campagne L'Arménie tous les mois pour mensualiser les dons. Ça permet aussi une protection civile. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, Bedros? Alors, l'Arménie tous les mois a été lancé à l'initiative d'artistes. Robert Guédikian, Simon Abkarian, Vasken Toranian, ce sont des artistes qui sont venus nous voir en disant « Écoutez, ce que vous faites, c'est très bien, mais il faut que les gens soient beaucoup plus constants dans leur soutien. » Et donc, c'est de là qu'est née l'idée. L'Arménie tous les mois, c'est le nom de l'opération, où les gens s'engagent tous les mois à donner de l'argent. Alors, 10 euros, 20 euros, 100 euros, selon les besoins. Nous avons des donateurs qui donnent 1000 euros par mois. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est pour vous donner une idée. Alors, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que nous, Fonds arménien, ça nous donne de la visibilité. Nous savons que nous allons disposer de telles sommes d'argent et ça nous permet de planifier davantage. Alors, ça va beaucoup plus loin. Les villageois, là-bas, ils ont créé immédiatement des groupes d'autodéfense, par exemple.
Nous ne sommes pas une organisation militaire, nous sommes une organisation humanitaire. Mais lorsque nous voyons des habitants qui veulent monter juste des patrouilles de surveillance autour de leur village, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc nous leur donnons des couvertures, des sacs de couchage, de quoi tenir dans le froid, parce que c'est des montagnes. Donc, vous voyez, on est au plus près possible de la population, sans sortir de notre rôle humanitaire. Nous sommes une organisation humanitaire, nous donnons la priorité au développement économique, l'habitat, l'emploi, mais lorsque les gens viennent nous voir en disant « Écoutez, on a froid, aidez-nous », nous les aidons. Voilà comment ça se passe. Le Liban, la Syrie, ce sont aussi des pays que le Fonds arménien aide. Vous aidez les écoles arméniennes, si je ne me trompe pas là-bas. Concrètement, comment ça se passe? Oui, la plupart des gens pensent que le Fonds arménien ne fait que aider l'Arménie. Ce n'est pas vrai. Dans les statuts, dès le départ, il est prévu que l'on puisse aider des populations en détresse, même si elles ne sont pas en Arménie. Alors, le cas s'est présenté d'abord en Irak. En Irak, nous avons aidé pendant la guerre des populations en détresse dans la région de Mossoul, de Kirkouk et aussi à Bagdad. Ensuite, lorsque la guerre civile a commencé en Syrie, la ville d'Alep a été encerclée, donc très difficile de communiquer. Les écoles étaient bombardées, entre autres, pas seulement les écoles, mais il y avait une situation de détresse là aussi. Et donc notre rôle, notre obligation était de les aider. Alors il y avait 3 axes d'aide possibles, santé, aide aux familles et l'éducation. Nous avons choisi l'éducation, parce qu'il y a eu une répartition des rôles, et on a envoyé de l'aide aux écoles pour que les écoles restent ouvertes. Parce que les écoles ne pouvaient plus payer leurs enseignants, et les élèves ne pouvaient plus payer les scolarités, ce n'était pas possible. Ensuite, s'est ajouté à cela la crise économique au Liban. Ensuite, les conséquences, l'explosion au port de Beyrouth, etc. Donc, il a fallu aider le Liban. Là aussi, nous avons choisi d'aider les écoles du Liban. Alors, une partie de la collecte du Phonéton, 100 000 € exactement, va tous les ans vers les écoles arméniennes du Liban pour qu'elles restent ouvertes. Ce n'est pas une grosse somme, mais les besoins sont tellement énormes que quand cet argent arrive, ils sont vraiment contents de le recevoir. Alors, c'est distribué au prorata du nombre d'élèves et du nombre d'enseignants. C'est très strict. Nous sommes très stricts dans l'emploi de l'argent. Beaucoup de gens ne savent pas que nous utilisons uniquement 11% de nos recettes pour nos frais de fonctionnement. La moyenne française est de 35% pour les associations. Alors comment on y arrive? En étant rigoureux et grâce aux bénévoles. Tous les bénévoles que tu as vus tout à l'heure. Ça nous permet d'économiser. Nous sommes très stricts également dans l'emploi de l'argent au Liban, en Syrie. Donc les écoles sont répertoriées, combien d'élèves, combien d'enseignants, et c'est donné au prorata. Voilà, c'est pas seulement l'Arménie, c'est vrai, c'est principalement l'Arménie, mais quand il y a une population en détresse, nous essayons d'aider cette population. Bon, le message, c'est qu'il faut continuer à donner. Un dernier mot peut-être de vous, François-Olivier Gisbert, le parrain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux donateurs? Toujours la même chose, c'est-à-dire donner. Sinon, vous le regretterez toute votre vie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et puis, on peut dire aux donateurs qui nous écoutent que la campagne continue jusqu'à dimanche et que ça continue jusqu'à la fin de l'année aussi sur le site internet du Phonéton. Merci beaucoup. Merci.